Il est rare de pousser la grille du cimetière de Dinan. Au bout d'une allée, le carré militaire français dévoile une allée aux croix inattendues, celle des soldats allemands, prisonniers de guerre, décédés à Dinan, dans ces hôpitaux. Le gouvernement sollicite l'arrière à travers de grands emprunts nationaux. Son slogan est "N'oublie pas de souscrire pour la victoire et le retour". Il cherche à sensibiliser les civils. C'est en effet dans ce texte que sont résumées les deux grandes espérances de l'arrière: la fin de la guerre et le retour sain et sauf des pères, des fils, des époux. Au premier plan, on peut voir une famille composée d'une mère et de ses 3 enfants. Elle n'est pas tout à fait au complet car il manque son homme. C'est tout d'abord ce qui doit toucher les Franchets de l'arrière. Un des enfants tient dans sa main le drapeau de la France, ce qui représente l'espoir en la victoire de la patrie. Le deuxième enfant porte un béret rouge et bleu, ce sont les seules couleurs de cette affiche, ce qui permet de faire ressortir celle de la France. À l'arrière-plan, on peut voir des soldats partant à la guerre en uniforme et l'arme à l'épaule. Un des soldats, sans aucun doute l'homme de la famille, mouchoir au vent, la salue. Cette affiche représente des soldats de l'armée coloniale française lancés à l'assaut. Au premier rang, on voit de fougueux combattants, des soldats nord-africains qui crient et brandissent leurs fusils avec rage et courage. Au second plan, on aperçoit un cavalier arabe, Spahi, qui précède un officier de l'armée française. Il conduit l'ensemble de l'attaque. Une inscription en arabe proclame "Sur le chemin de la gloire avec un Français". Les lignes conductrices de cette affiche sont caractérisées par l'élan et le mouvement vers l'avant des combattants. L'auteur a cherché à témoigner de l'ardeur et de la bravoure des Nord-Africains. L'affiche met l'accent sur un des objectifs de la guerre en 1918, pour nous rendre entière la douce terre de France, car tout le nord du pays est occupé par l'armée allemande. Le décor représente un champ dans lequel des femmes récoltent le blé avec un enfant près d'elles. Parallèlement, nous pouvons apercevoir la Marianne guidant l'armée française pour chasser les soldats allemands. Grâce à la couleur grisée, l'auteur nous fait entrer dans les songes de cette femme qui rêve de la fin de la guerre et d'une victoire française. Yves Troadec, né à Lanvellec le 10 novembre 1895. Soldat du 23e régiment d'infanterie, il ramène de la guerre 14-18 des photos qui ne sont pas de la propagande et ont échappé à la censure. Certaines lui ont été données par les frères Roux, 2 prêtres devenus aumôniers et infirmiers au 23e et qui possédaient un veste pocket. Joseph décède en décembre 1915 alors qu'il tentait de sauver un blessé. Loïs, à l'instar d'Yves, échappera à la terrible hécatombe et pourra renouer avec la vie civile après l'armistice du 11 novembre 1918. Les paysages sont dévastés par les obus. La terre est retournée. Les arbres arrachés gisent sans vie. Des maisons, il ne reste plus que des ruines. La mort est ancrée dans le paysage. Comment pourrait réagir un soldat français face à un soldat allemand prisonnier, alors que ce dernier a peut-être tué de ses camarades? Des soldats allemands courent vers les lignes françaises à travers les barbelés. Ils sont désarmés et préfèrent être prisonniers plutôt que mourir. Ici, c'est un groupe de militaires français aux côtés de prisonniers. Ceux-ci ont le sourire aux lèvres, on peut en déduire qu'ils étaient bien traités. Des soldats français et un prisonnier allemand évacuent un blessé sur une civière. C'est l'entraide après la bataille. Ce prisonnier apprécie le pain donné par les soldats français qui l'entourent. Les visages sont calmes et détendus. Les autorités sont soucieuses de prouver que les soldats capturés sont convenablement pris en charge. Le croisement des photographies prises spontanément par un soldat et hors de tout contrôle de l'armée avec des clichés officiels témoigne d'une absence d'animosité lorsque l'adversaire se rend. L'armée française avait capturé un grand nombre de soldats allemands. Aujourd'hui, ils font partie des oubliés de notre histoire. Mais comment étaient-ils traités en France? Hier soir, 35 blessés arrivèrent à 8h15, mais tous étaient allemands. La haie de curieux habituelle les attendait. Les Allemands furent transportés au quartier de l'artillerie et sont soignés dans des locaux disposés à cet effet. La foule s'abstient de toute manifestation. Ce matin à 8h54, nouveau convoi de 54 blessés allemands. Tous conduits au quartier d'artillerie, sauf 3 officiers et 3 hommes qui sont à l'hôpital militaire. La plupart des blessés allemands sont grièvement atteints. Un convoi d'une centaine de blessés allemands est arrivé à Dinan mardi aux environs de 13h. Un certain nombre d'entre eux étaient dans un triste état. Tous ont été transportés au quartier des prisonniers qui commence à être surabondamment peuplé.
Un des blessés arrivé ici samedi dernier décéda le jour même au quartier des prisonniers. Il a été inhumé dimanche dans l'après-midi. À l'heure actuelle, le nombre des prisonniers allemands internés au quartier d'artillerie, y compris les blessés, est de 1700. 6 sont décédés cette semaine. Albert Witt, Bernard Polinski, Joseph Press, Wilhelm Hennecke, Wilhelm Bornemann, Walter Bosch. La mort ne cesse pas de frapper les soldats avec l'armistice et l'arrêt des combats. Blessures, maladies et infections continuent de faucher les vies de ces prisonniers jusqu'au 17 juin 1919. 400 prisonniers allemands environ sont arrivés à Dinan mercredi midi. Les curieux qui s'étaient rendus à la gare pour voir défiler le bataillon d'Albosch a été une fois de plus déçu. Les prisonniers ont été débarqués auprès du dépôt des machines. Les Dinanais ne s'expliquent pas pourquoi on persiste à leur refuser cette satisfaction parfaitement excusable de voir passer devant eux quelques échantillons des soldats de l'Empereur rouge. La population dinanaise est extrêmement calme et les prisonniers, d'ailleurs protégés par les baïonnettes de nos bifins, n'ont point à redouter de sa part des brutalités. Le plus désagréable qui puisse leur arriver est d'entendre retentir à leurs oreilles les cris répétés de « Vive la France! À bas Guillaume II! À bas l'Allemagne !» Et après, en quoi des manifestations de ce genre peuvent-elles être assimilées à des scènes scandaleuses? Il n'est pas scandaleux de crier « Vive la France !» et de hurler toute la haine que nous éprouvons pour l'allemand. Tant pis pour les tympans prussiens, si cette musique ne leur plaît pas. La gêne éprouvée par ces soldats allemands prisonniers est perceptible. Les visages se détournent du photographe. Au premier plan, ils expriment de l'agacement, voire de l'énervement. Être jetés en pâture au regard des curieux et de la presse est dégradant. Un détail à propos de prisonniers Bosch. Il paraît que Dinan est la seule ville de France comptant une caserne comme dépôt de prisonniers. Si le fait est vrai, on regrettera d'autant plus l'exception qu'actuellement, dans plusieurs villes de la région, des soldats français sont entassés dans des greniers ou sous des hangars plus ou moins bien clos. Le ministre de la Guerre répond à ce propos. Il est exact que les prisonniers allemands sont logés à Dinan dans une caserne neuve, mais cette caserne doit être évacuée vers le 15 courant pour être occupée par nos troupes. Au point de vue du couchage, les prisonniers allemands ne sont pas mieux traités que nos territoriaux. Ils couchent sur la paille et sont même, en raison de leur nombre, très à l'étroit. J'ajoute d'ailleurs que si dans tous les dépôts, les prisonniers sont traités selon les règles de l'humanité, le régime auquel ils sont soumis reste toujours inférieur à celui qui est réservé à nos soldats. Nos concitoyens assistent fréquemment au départ ou à l'arrivée des prisonniers Bosch, lesquels sont la plupart du temps chargés d'un bagage lourd et encombrant. Le ministre de la Guerre vient de limiter le poids des bagages que pourront transporter ces prisonniers lorsqu'ils changeront de résidence. Les sous-officiers et soldats auront droit seulement à ce qu'il leur sera possible d'emporter eux-mêmes à bout de bras. Les officiers subalternes pourront emporter 30 kg de bagages, les commandants 60, les lieutenants-colonels et colonels 90, les généraux 200. 200 kg de bagages. Il est vrai que les généraux allemands ont toujours dans leur malle un certain nombre de bronzes d'art et de pièces d'horlogerie. Menu pour Bosch. Puisque de toutes parts il est question d'économie en matière d'alimentation, en voici une qui ne serait pas sans mérite, puisqu'elle aurait pour effet de soulager les soldats français prisonniers en Allemagne. Elle est proposée par Jean Drault. Mais pourquoi ne pas imposer aux prisonniers allemands ce menu type lui-même, par réciprocité? Décoction de gland grillé, sans sucre, soupe à la morue avariée, 2 ml de thé sans sucre, une cuillerée d'ersatz et 300 g de pain un peu moisi. J'entends rugir Brison et quelques autres philoboches de son entourage. Mais il ne s'agit pas ici de faire souffrir des prisonniers pour le plaisir de les faire souffrir. Il s'agit de soulager les nôtres là-bas en mettant au régime les estomacs ennemis que nous détenons, et ce jusqu'à ce que le gouvernement Bosch s'émeuve. Il y a ici des officiers Bosch que le gouvernement aime comme ses petits boyaux. Et c'est là le seul moyen d'améliorer la situation des nôtres qui s'étiolent là-bas. Il n'y en a pas d'autre, qu'on l'emploie. Parfaitement, les Boches, comme le vilain du proverbe, ont besoin d'être poignés de la sorte. Ce serait le comble du ridicule que d'aller faire avec eux du sentiment et de l'humanité. Lors de l'audience du 21 janvier au tribunal correctionnel de Dinan, une dame D, originaire de Bron et habitant Dinan, se trouvant à Évignac le 4 de ce mois et ayant bu plus que de raison, se laissa aller à injurier les gendarmes. Elle tint même cet intelligent propos. « Je vous ferai fusiller par les Allemands de Dinan !» La femme D est inscrite pour 15 jours de prison et 5 francs d'amende. L'obligation pour nous de donner aux blessés allemands, dont beaucoup n'ont pu être emportés par l'ennemi en raison même de la gravité de leur état, les soins appropriés est un devoir à plus d'un titre impérieux. Il nous est imposé non seulement par le respect de la législation internationale et des règles de la Convention de Genève,
mais encore par un sentiment d'humanité dont nous devons désirer la parfaite réciprocité pour nos propres blessés prisonniers en Allemagne. Un médecin suisse, muni d'une autorisation de Monsieur le ministre de la Guerre, a visité la semaine dernière les prisonniers allemands blessés. Mardi dernier, plusieurs médecins et militaires suisses accompagnés d'un officier d'état-major sont venus à Dinan inspecter le dépôt des prisonniers allemands au point de vue sanitaire. Le 30 janvier 1915, à Dinan, le maire reçoit une lettre du consulat des États-Unis d'Amérique. Ces derniers, neutres jusqu'en 1917, sont l'intermédiaire entre la France et l'Allemagne. C'est comme cela que les prisonniers allemands pouvaient recevoir des nouvelles de leurs familles, des colis et de l'argent. Un acte révélateur du bon traitement des prisonniers. Dans cette lettre, on peut lire une demande du consulat américain sur la présence ou non du prisonnier Wilhelm Geloff pour lui faire part d'une somme de 55 francs. 2 prisonniers allemands infirmiers à l'hôpital mixte ont pris samedi la direction de l'Allemagne, échangés contre des infirmiers français. Ils apprirent sans plus de joie que cela la nouvelle de leur départ. Les États en guerre ont accepté les échanges de prisonniers sous condition que ce soient des non-combattants et qu'ils puissent avoir une utilité médicale. À la suite des réclamations formulées par nos délégués à la dernière conférence de Berne, un nouveau règlement est entré en vigueur depuis le 1er mai relativement à la distribution du pain aux prisonniers de guerre. Au terme de ce règlement, le gouvernement français est autorisé à adresser aux prisonniers de guerre français 2 kilos par semaine de pain biscuit qui s'ajouteront aux 200 grammes journaliers de pain que le gouvernement allemand leur accorde. La ration de pain des prisonniers allemands en France est fixée à 350 grammes par jour pour non-travailleurs et 400 grammes pour ceux qui effectuent un travail de force. L'Union libérale reprend dans sa parution du 21 janvier les mots du sénateur de Saône-et-Loire, Jean Richard. Que les prisonniers que nous devons à l'héroïsme de nos soldats servent en masse à féconder le sol de France et à y faire pousser les moissons nécessaires à notre existence, à notre résistance et à notre victoire. Le 15 novembre 1914, le ministre de l'Intérieur envoie une circulaire au préfet. Le ministre de la Guerre a décidé, pour se conformer aux conventions internationales, d'accorder à tous les prisonniers le même traitement. Sur le salaire des prisonniers sera prélevée une légère somme mise directement à leur disposition, 20 centimes. Le surplus servira à récupérer les dépenses que l'État aura faites pour l'entretien des prisonniers. Cette allocation devra être, par contre, supprimée par mesure disciplinaire lorsque le prisonnier ne fournira pas le travail dont il est capable. Les prisonniers de guerre participent donc à l'économie française en travaillant et, en contrepartie, ils reçoivent un salaire. 7 entrepreneurs de Dinan éprouvent un sentiment d'injustice contre une concurrence déloyale car ils essaient de maintenir leur activité et continuent à payer de lourds impôts malgré des bénéfices nuls. Ils veulent qu'une enquête soit ouverte. Un sous-officier du 13e hussard nommé Pimor profite de sa situation de surveillant de prisonniers pour faire à notre détriment des entreprises considérables. Nous avons la certitude que ce sous-officier qui bénéficie pour rien ou pour presque rien de main-d'œuvre de prisonniers de guerre fait faire pour son compte du matériel, de l'outillage, livre à des particuliers des travaux exécutés de cette façon. Je sous-signais le sécheur Mathurin, cultivateur à la ville Bonnette en Ploubalais, et l'honneur de vous exposer ce qui suit. J'exploite une ferme de 25 hectares. Ma santé est délicate, mes enfants sont tout jeunes. J'ai sollicité l'aide de la main-d'œuvre militaire. On m'a répondu que la pénurie de soldats dans les dépôts ne permettait pas de m'envoyer de l'aide. Cependant, j'ai un besoin urgent de main-d'œuvre pour hacher mes pommes de terre. 2 hectares. Couper, rentrer et battre mon sarrasin. Ramasser les pommes et fabriquer mon cidre. Préparer mes ensemencements d'automne. Je sollicite donc l'aide d'une équipe de prisonniers de guerre d'au moins 20 hommes que nous pourrions utiliser environ 3 mois, mon frère et moi. Mon frère est seul avec 7 enfants et exploite 30 hectares. Mais je voudrais des prisonniers de profession agricole. Je leur assurerai le logement, la nourriture et l'indemnité fixée. Le maire certifie sincère les demandes de monsieur le séchère et donne un avis favorable. Par décision de la commission départementale agricole en date du 16 octobre 1916, la commune de Plumogat a été autorisée à mettre à ma disposition 10 prisonniers de guerre de son équipe jusqu'au 31 octobre. Ce délai est trop court pour me permettre d'achever la coupe de bois que j'exploite, et il serait indispensable que cette équipe fût maintenue jusqu'au 15 novembre. Je me permets de vous rappeler que l'an dernier, c'est grâce à l'exploitation du bois de Plumogat que les boulangers des cantons de Bron et de Caunes ont pu s'approvisionner de fagots et continuer à faire marcher leur boulangerie. À cette époque, le pain est la base de l'alimentation. Il était donc important que le ravitaillement pour les fours à bois des boulangeries soit bien réalisé. Cette lettre donne les noms des sursitaires détachés à l'agriculture qui appartiennent tous à la catégorie A. Ce sont des propriétaires exploitants, fermiers et métayers, qui ont été renvoyés dans leurs exploitations afin que la production agricole ne s'effondre pas.
En contrepartie, ils doivent des jours de garde pour les prisonniers de guerre, chaque semaine, à leur commune. Normalement, la surveillance des prisonniers de guerre doit être assurée par des hommes de la catégorie B, c'est-à-dire par des ouvriers agricoles et des agriculteurs provenant des régions envahies par les Allemands. La mise à disposition de prisonniers de guerre n'est pas un droit. Je ne puis faire droit à la demande de Madame Thénault relative à l'emploi de 4 prisonniers de guerre dans son clos d'équarrissage. La main-d'œuvre allemande ne doit pas être mise en principe au service de particuliers. L'emploi de 4 prisonniers avec les ouvriers français n'est pas admissible. La mise à disposition de cette main-d'œuvre répond à une réglementation très stricte dont la mairie de Dinan et une entreprise ont fait l'amère expérience en 1916, dans le but d'assurer jusqu'à la fin des hostilités l'approvisionnement régulier et complet en bois de chauffage de la boulangerie dinanaise. Le département de la guerre a bien voulu mettre 30 prisonniers de guerre, un cuisinier et un sous-officier surveillant à la disposition de la ville de Dinan pour y être employés aux travaux des bois à charge d'assurer leur nourriture, logement, couchage, chauffage et éclairage, ainsi que ceux du poste de garde. Mais la mairie a sous-traité ce travail à l'entreprise de M. Worms, à qui elle a délégué entièrement la prise en charge des prisonniers de guerre, ce qui a provoqué le retrait de cette main-d'œuvre par les autorités militaires. Le sous-préfet s'alarme de cette situation, car l'approvisionnement en bois à four des boulangeries de la ville de Dinan va se trouver arrêté, et ces derniers ne vont pas pouvoir assurer la fourniture du pain à leurs clients. Le lieutenant-colonel Perrin explique que le maire de Dinan est seul responsable et qu'il fournira les prisonniers à la commune de Dinan si le maire accepte les charges qui lui incombent. Le sous-préfet de Dinan recense les besoins en main-d'œuvre agricole des communes de son arrondissement. Il constate que les dépôts régionaux se trouveront, aussi bien pour la moisson que la fenaison, dans l'impossibilité de fournir les équipes militaires demandées. Dans ces conditions, je me permets d'appeler votre attention sur l'opportunité qu'il y aurait à augmenter le chiffre des prisonniers du dépôt de Dinan avec une partie de ceux qui ont été faits dans les derniers combats. Les agriculteurs ne répugnent plus à l'emploi de la main-d'œuvre des prisonniers. La presse se fait rarement l'écho d'évasion. L'Union libérale relate ainsi brièvement le 25 juillet 1915 « 2 prisonniers Boches travaillant à Merdrignac ont pris la clé des champs et on n'est pas encore parvenu à leur mettre la main dessus. L'un se nomme Vauer et l'autre Helmut Kromfott, ce dernier parle le français. » Par contre, cet hebdomadaire est plus prolixe en juin 1916. 4 des officiers allemands internés au fort de Châteauneuf se sont évadés et à l'heure où nous écrivons, toutes les recherches menées pour retrouver ces messieurs sont restées infructueuses. Quand s'est produite l'évasion, on ne le sait pas exactement. Il n'est guère possible que les 4 lieutenants se soient sauvés en plein jour, pendant leur promenade, à la barbe de sentinelle, et il est plus probable qu'après s'être dissimulés dans les buissons, ils ont attendu la nuit pour faire leur coup. L'alarme fut aussitôt donnée dans toute la région. La gendarmerie et la police spéciale se mirent à la recherche des fugitifs. Sur l'ordre de l'autorité militaire, des perquisitions minutieuses furent faites à bord des bateaux neutres amarrés dans les bassins de Saint-Malo et de Saint-Servant. Un vapeur qui, samedi dernier, avait pris la mer à destination de Cardiff, et à bord duquel on soupçonnait les fugitifs de s'être réfugiés, fut signalé par cablogramme à la police anglaise et fouillé à son arrivée dans le port britannique. Mais là encore, on ne trouvera rien. Malgré des conditions de détention convenables, les prisonniers aspirent toujours à la liberté, et certains sont tentés par l'aventure. Hier, à Plémeur-Gautier, j'ai eu le regret de voir installer à table, dans un café, les prisonniers Boches au service du maire de la localité. Intrigué, je me suis renseigné auprès des gens de cette localité, qui m'ont confirmé que tous les jours se passaient ainsi, et que le dimanche, nos Boches allaient avec le maire se promener et germaniser nos campagnes. C'est dégoûtant, monsieur le préfet. Je suis soldat. J'ai fait mon devoir, mais en retournant au front, je vais dire ce que j'ai vu à l'arrière. Pour l'ennemi, devant nous là-bas, à cette heure où il règne libre chez nous. Avec tous mes respects, je vous salue, Mangui soldat. Nous pouvons ainsi voir le ressenti d'un soldat français revenant du front. C'est un sentiment d'abandon par sa patrie, puisque celle-ci s'occupe des prisonniers allemands alors que eux sont au front. Le style de cette lettre fait apparaître qu'elle a été rédigée sur le vif. Sa construction est assez lourde, longues phrases et formulations finales maladroites. Suite à cette lettre, des recherches ont été faites et un rapport établi. Le 29 novembre, il ne s'est rien passé d'anormal. Monsieur Grégoire m'a assuré qu'aucun militaire n'avait assisté au repas des prisonniers de guerre. Il est absolument inexact que le dimanche, les prisonniers de guerre se promènent avec le maire. Ils ne quittent pas le cantonnement ce jour. Par contre, un pensionnaire légèrement ivre
venant du front, s'est mis à lancer des menaces envers les Allemands et les gens du pays, disant que les Boches étaient trop heureux, que les gens les aimaient trop et qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient, et qu'ils étaient trop bien soignés. Pour des combattants de retour en permission, il semble difficile d'accepter de risquer sa vie, de perdre des camarades de combat et de vivre si durement dans les tranchées, pendant que les prisonniers allemands paraissent mener une existence paisible à l'arrière.